Parole aux femmes. Parole aux femmes est une émission du service des programmes de la radio Horizon 103.4. Écoutez Parole aux femmes tous les vendredis de 16h15 à 17h sur la 103.4 Horizon FM. Parole aux femmes, animation, présentation, Ramtoulaye Diallo. Bonsoir chers auditeurs de la 103.4 Horizon FM. Bienvenue dans cette émission Parole aux femmes. Parole aux femmes est une émission qui donne la parole aux femmes pour qu'elles s'expriment sur leur vie, leurs activités et proposer leurs solutions pour le devenir du pays. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Doumbouya Fatoumata II. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Ramatoulaye. Vous allez d'abord vous présenter à nos auditeurs. Ouais. Je suis Madame Fatoumata Doumbouya, comme vous venez de le dire. Je suis secrétaire de fonction, de profession et assistante de direction principale de fonction à la Banque centrale. Donc, je suis mère de 4 enfants mariés. Vous êtes assistante de direction principale au projet Système national de paiement à la Banque centrale. Qu'est-ce que ça veut dire? Assistante de direction principale au Système national de paiement, bon, là, c'est un projet de la Banque centrale. Et assistante de direction principale, c'est un peu méconnu du monde du secrétariat pour nombre de secrétaires. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, le secrétariat a des degrés. Et le secrétariat a des degrés, et là, on va les citer si le temps nous le permet. Et moi, le degré que j'occupe aujourd'hui, dans mon institution, est le dernier degré vraiment de la filière secrétariat. Quel est votre rôle et quelles sont vos responsabilités à ce poste, Madame Doumbouya? Le système national de paiement est un projet de l'IMAO et de la BAD, donc qui au niveau de notre Guinée. Alors, mais il a été financé par la BAD et supervisé par l'IMAO au niveau de 4 pays, dont la Guinée. Donc la Guinée, la Sierra Leone, la Gambie et bientôt le Libéria qui est en phase d'observation. Voilà. Donc j'assiste le coordinateur national du système de paiement parce que pour chaque pays, il est désigné un coordinateur qui représente ce projet et ce qui est supervisé par les banques centrales des pays membres. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes assistante de la direction principale? Non, je suis assistante de direction principale depuis 2005. De fonction depuis 2005, dans ce grade. Voilà. Donc, et je suis au système national de paiement depuis juillet 2009. Voilà. Donc, c'était d'abord le chargé de mission, un chargé de mission qui avait été désigné à cet effet pour assurer la coordination. Et là, comme chez les autres, ce sont des coordinateurs, donc ils ont pensé que c'était nécessaire que la Guinée aussi ait un coordinateur. Sinon, c'était un chargé de mission. J'étais l'assistante de direction principale auprès du chargé de mission des systèmes de paiement. Et aujourd'hui, c'est un coordinateur qui est mis en place. Donc, je suis dans ce projet-là en tant qu'assistante de direction principale du coordinateur national des systèmes de paiement. Pour en venir là, vous avez parcouru des étapes. Parlez-nous-en. Ah, ça risque d'être long. Ça risque d'être long parce que le parcours date de 1991. Donc, mais je peux rapidement faire le survol. Donc, je peux dire qu'en 1991, c'était la date de mon recrutement à la Banque centrale, j'étais secrétaire de service. Secrétaire de service, c'est le 2e grade au niveau de mon institution. Il y a secrétaire d'actilo, secrétaire de service. Et moi, j'ai été recruté en qualité de secrétaire de service bilingue en novembre 1991. Et j'ai effectivement gravi tous les échelons et indices pour que aujourd'hui je sois assistante de direction principale
je suis passée par secrétaire de service, secrétaire de direction, attachée de direction, assistante de direction et assistante de direction principale. Et qui est le dernier degré pour le moment, je dis bien pour le moment, dans mon institution. Ouais. Et les études, où est-ce que vous les avez effectuées? C'est en Guinée ici où vous avez eu l'occasion de partir étudier à l'extérieur du pays? J'ai étudié ailleurs. Ailleurs, pas très loin de la Guinée, je veux dire le Sénégal. C'est là où j'ai fait mes écoles primaires, mon collège, mon lycée. Et après, le mariage m'a amené en Guinée, en 1981. En 82, donc, après avoir fait mon premier enfant, j'ai dû retourner au Sénégal pour aller faire épouser cette profession de secrétariat. Sinon, j'ai fait les études en langue. C'était ça, mon option. J'ai fait les langues et je les ai fait au Centre national d'enseignement par correspondance au CNC de Rouen. Et comme j'ai voulu me spécialiser en langue, donc j'ai été transféré au Centre national d'enseignement de correspondance de Toulouse. Mais avec la maternité et les études, à l'époque, c'était pas tellement facile pour moi. Donc j'ai dû baisser un peu les bras jusqu'à 1 an. Et là, je suis reparti sur le Sénégal pour aller faire maintenant à l'école Piget l'option de secrétariat bilingue et comptable. Ça veut dire le secrétariat général qui regroupe à la fois le commerce, la bureautique, l'employé de bureau, le CAP employé de bureau, et la sténodactylo et l'anglais. Donc, c'est ce qui m'a permis de sortir avec le degré secrétaire sténodactylo bilingue en 1984. Vous menez d'autres activités parallèles. D'où est venue l'idée de la création de votre ONG? C'est simple, madame. Simple et compliqué à la fois. Parce que je suis longtemps restée en réserve. Ça m'a traversé l'idée. J'ai dit que bon, si vous avez l'expérience, pourquoi garder cette expérience en vous? Pourquoi ne pas la partager avec d'autres? Et tout de suite, j'ai pensé aux étudiants, à celles qui sont venues dans le métier secrétariat. Parce que avant, en venant dans le métier secrétariat, et l'idée qui nous y a menés et aujourd'hui, vraiment la décision que les enfants prennent en venant dans ce métier font 2. Nous avons vu que ça fait 2. Par rapport à mes aînés, je peux dire que je suis de la classe moyenne. Parce qu'il y a mes aînés. Hein? Le secrétariat ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date absolument, c'est l'un des plus vieux métiers du monde, à part le journalisme. Donc, là, je me suis dit qu'il fallait que l'on pense un peu à ces enfants qui, aujourd'hui, ne comprennent vraiment pas la valeur de ce métier. C'est un métier très noble. Mais quand on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Donc, je dis que là, il fallait qu'on mette une structure en place pour penser à ces enfants et pour penser à nous autres qui sommes beaucoup brimés dans la profession. Parce que les patrons même avec lesquels nous travaillons tous les jours ne connaissent pas la valeur de cette profession et alors vraiment ne peuvent pas la reconnaître. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'on se batte, il faut qu'on mette une structure en place pour non seulement la protection de la profession, mais la défense des causes des secrétaires. Parce que les secrétaires sont exposés. Elles sont exposées à beaucoup d'obstacles. Le métier que nous exerçons est un métier très difficile. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile du tout. Contrairement à ce qu'on pense. Parce que les enfants d'aujourd'hui pensent que c'est le métier de dernier ressort. Ça veut dire qu'on a échoué dans la vie, on peut se tourner vers le secrétariat. Et en venant dans la profession, elles sont peut-être au niveau de BEPC, ou même pour certaines au niveau du CEP. Même le CEP n'est pas vraiment le niveau. Elles n'ont même pas maîtrisé le niveau qu'il faut pour venir dans cette profession. Alors, je me suis dit qu'il fallait qu'on pense un tout petit peu à ça. Et l'idée donc m'est venue de créer cette structure qui est aujourd'hui le réseau des professionnels du secrétariat. Et pourquoi j'ai appelé comme ça le réseau des professionnels du secrétariat? Parce que je me suis dit que nous seulement secrétaires ne pouvons pas faire ce réseau. Il fallait faire appel aux professeurs qui enseignent cette profession et aux élèves aux étudiants qui sont dans les classes.
en situation de classe. Donc, tous ensemble, ça veut dire que les anciens secrétaires qui sont à la retraite, qui sont partis avec les bibliothèques, hein, il y a une de nos professeurs qui a appelé ça que les anciens secrétaires forment une Bible. Alors, pourquoi garder toutes ces connaissances et ces années d'expérience en soi et rester à la maison? On pouvait venir partager ça avec d'autres, les plus jeunes. Hein? Parce que la secrétaire est comme le professeur, comme le militaire. Tant que vous avez vos sens, vous pouvez exercer. Tant que vous avez vraiment vos sens. Alors, partir à la retraite avec toute cette bibliothèque, on s'est dit qu'il fallait la partager. Donc, le réseau alors réuni, et les anciens secrétaires qui sont à la retraite, et celles qui se professent encore, et celles qui veulent épouser le métier, et celles qui sont en situation de classe. Et aussi les professeurs qui enseignent cette profession. Donc le réseau, en un mot, englobe vraiment ce petit monde des professionnels du secrétariat. Vous venez de dire ici tout de suite que le métier de secrétariat, que c'est pas du tout facile. Pouvez-vous donner un exemple de difficulté que vous rencontrez en tant que secrétaire? La plus difficile des situations en secrétariat, je vais vous en indiquer un tout petit peu parce qu'il faut connaître pour agir. Il faut connaître. Il y a certaines situations, par exemple, le sens des relations humaines. Il faut avoir le sens des relations humaines. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sens des relations humaines permet à la secrétaire de dépister à coup sûr et de désamorcer avec dextérité les bombes qui, même dans les firmes animées de meilleurs esprits, risquent toujours d'éclater et de compromettre cet esprit. Ah, ça, c'est pas donné à n'importe qui. Et avoir le tact et le charme. Cela dit qu'il faut être capable d'éviter et de réduire les frictions lorsque les nerfs sont tendus et le fait d'une grande secrétaire. Et ça, pour y parvenir, il faut connaître. Donc, la perspicacité psychologique, elle implique une compréhension aiguë des mécanismes qui dictent le comportement des gens. La prévision de ce comportement dans chaque type de circonstance et l'effort pour s'y adapter ou y parer. C'est l'un des 10 traits essentiels qu'une secrétaire doit posséder. Sinon, c'est vraiment difficile. Et le pire de tout cela, c'est la méconnaissance vraiment du métier. Quand vous venez transiter dans le métier comme ça, vous venez y parachuter sans avoir fait l'école de secrétariat, c'est encore je peux dire le pire des problèmes que l'on peut être confronté dans le métier de secrétariat. Ça, c'est vraiment tout ce que je peux dire pour le moment. Il y a bien d'autres choses. Mais avoir ça déjà comme qualité, vous pouvez déjà vous estimer ou vous dire que vous pouvez être secrétaire. Voilà. Et quels sont les objectifs de cette ONG, Madame Doumbouya? Les objectifs à court et long terme, ça veut dire à court, moyen et long terme. Pour le moment, nous allons vers les établissements d'enseignement de la filière secrétariat. C'est notre très très court terme. Nous avons procédé au lancement officiel de nos activités. Les activités qui nous estimons informent déjà sur notre existence. Ça, c'est une sorte d'information au public, aux gouvernants, aux décideurs, aux élèves, aux secrétaires qui sont en situation de difficulté. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de secrétaires qui sont confrontés à des problèmes, mais elles ne savent pas avec qui partager et à quel Dieu se vouer. Mais notre structure, nous allons lancer très bientôt notre site. Le site va être lancé sous peu, peut-être d'ici la fin du mois, c'est possible. Il permet aux secrétaires qui sont confrontés à des problèmes et qui ne peuvent pas le partager avec d'autres, parce que nombre d'entre nous sont confrontés à des problèmes, mais on ne peut pas le partager. Parce que la secrétaire, comme l'indique son nom, c'est connaître le secret et le taire. Vous avez vu? Mais avec ce monde comment on appelle ça, avec ces visiteurs de site, quelqu'un peut tomber sur ton problème,
sans te connaître, sans connaître le problème, mais il donne son avis. On appelle ça les commentaires. Ça, c'est la fenêtre de commentaires. Tout le monde peut y apporter sa petite connaissance et là, tu peux y trouver ton compte. De toutes les façons, même si ce n'est que 10 visiteurs de site qui répondent à ton problème, tu peux y trouver ton compte. Donc là, le site permet de désamorcer vraiment à coup sûr tous ces problèmes-là. Donc, autre chose, c'est partager vraiment avec nos consoeurs tout autre problème et inviter à nos patrons aussi de s'impliquer davantage dans cette profession. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de la création de la semaine des secrétaires qui a vu le jour aux États-Unis en 1942, autant pour moi. C'était d'appeler les décideurs. C'était l'un des objectifs officiels qui ont conduit à la création vraiment de la semaine des secrétaires et qui a abouti à la création de la journée internationale des secrétaires. C'était de reconnaître la contribution des secrétaires à l'économie, puisque leurs compétences, leur loyauté et leur efficacité permettent aux entreprises et aux bureaux d'être en mesure de s'acquitter de leurs activités quotidiennes. Parce que sans la secrétaire, je vous assure qu'on ne peut pas parler d'administration. Ça, je le dis et je le répète. Alors, c'est un peu ça. Et à l'aide de publicité, faire connaître vraiment les avantages de ce métier. Madame Doumbouya, dans ce métier, on a remarqué qu'il y a plus que des femmes ou des filles dans ce métier. Quel commentaire pouvez-vous apporter à ce? Pour répondre à ce problème, je crois qu'il faut faire appel au texte, parce que l'origine de cette fête, de cette profession, elle était d'abord masculine. Cette profession était masculine. Elle a été pratiquée par les hommes. C'est vraiment le départ des hommes à la guerre qui a donné la place aux femmes. Parce qu'il fallait bien que l'administration fonctionne et les hommes qui ont été recrutés pour les besoins de la guerre, donc ils ont cédé de la place aux femmes. C'est ainsi que les femmes sont venues dans le métier. Vraiment, le métier était d'abord masculin avant de devenir féminin. Et encore aujourd'hui, nous enregistrons des hommes dans la profession, mais elle a fini par se féminiser. Et aujourd'hui, les hommes et les garçons et les hommes, ils sont complexés à de se voir dans ce métier, dans ce corps de métier. Mais nous les invitons vraiment à venir avec nous, parce que je vous assure qu'ils ont encore leur place. Ils pensent qu'ils n'ont pas de place dans le métier de secrétariat, mais moi je leur dirais qu'ils ont encore leur place. Et que s'ils tardent à venir, nous risquons d'envahir le marché et bientôt ils n'auront plus de place. Quel est l'impact de votre ONG au sein de la société? Bon, je crois que nous pouvons apporter beaucoup. Nous l'estimons. Nous estimons que nous pouvons apporter beaucoup à la société. Par exemple, avec les multiples formations que nous comptons apporter, ça, c'est notre apport. Ça peut être notre apport. Il y a des personnes qui sont venues, qui se sont retrouvées dans le métier de secrétariat sur le tas. Ils ont appris vraiment sur le tas. Mais ils peuvent venir avec le réseau parce que nous ouvrons beaucoup d'opportunités. Nous comptons travailler en étroite collaboration avec les écoles d'enseignement de cette filière. En Guinée, ils sont nombreux. Les instituts, les établissements, les écoles d'enseignement de la filière secrétariat sont nombreux en Guinée. Donc, par exemple, ils sont à peu près combien? Je peux citer une dizaine. La principale étant l'École nationale du secrétariat, de l'administration et du commerce, qui est connue de tous. Bon, ça, vraiment, c'est d'ailleurs la seule école nationale. Les autres sont des instituts professionnels privés en place. Mais ils dispensent aussi bien le métier de secrétariat que l'ANSAC. Alors, nous allons travailler en partenariat avec ces établissements pour que les secrétaires qui le souhaitent peuvent s'adresser à nous pour qu'on les aide à rehausser le niveau de leur instruction ou tout simplement un recyclage, qui est aussi possible. Parce que la formation continue, là, nous allons la favoriser.
Parce que vraiment, c'est l'un des objectifs, échanger et partager notre savoir-faire, être à l'écoute des préoccupations professionnelles, apporter une valeur ajoutée à nos différentes entreprises, alors encourager sous toutes ses formes l'information et la formation des adhérents, tout en responsabilisant la prise d'initiative et le sens des responsabilités, organiser des conférences et débats sur des thèmes liés au métier et la participation des intervenants, créer et développer un réseau de communication, alors échanger avec d'autres ONG ou associations évoluant ou pas dans le domaine, alors représenter l'ONG lors de manifestations liées au métier de secrétaire et assistant tels que forums, assises, rencontres, salons et séminaires au plan national, sous-régional et international. Quels sont vos partenaires? Pour le moment, nos partenaires, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les établissements d'enseignement de la filière secrétariat. Pourquoi nous avons voulu vraiment être en partenariat avec eux? Parce que c'est eux qui mettent sur le marché les futurs secrétaires. Les actuels secrétaires que nous sommes et les secrétaires d'hier qui sont à la retraite, tous ensemble, nous allons tous contribuer pour vraiment réussir le niveau d'instruction vraiment de nos secrétaires. Parce que c'est essentiel. Hein? Donc, une secrétaire qui ne maîtrise pas, comme l'a dit tantôt ma présidente de la Ligue des secrétaires, qui ne maîtrise pas la langue de Molière, ne peut pas s'estimer être une bonne secrétaire. Donc, maîtriser, elle a souvent dit aussi que la secrétaire doit pouvoir, conjuguer le verbe être à tous les temps, de l'indicatif. Ça, c'est un passage de ma présidente de la Ligue des secrétaires que je me permets d'utiliser, parce que c'est vrai. Moi, je dirais que c'est vrai. Hein? Donc, c'est un peu ça, madame. Nos partenaires, c'est eux, parce que nous voulons qu'à l'avenir, s'il s'agit de recruter des élèves dans le corps de métier secrétariat, option secrétariat dans les instituts de formation, qu'ils s'assurent au moins que cette secrétaire-là a le niveau bac, de grâce. Qu'ils s'assurent que la secrétaire a le niveau bac, pas forcément le bac, mais le niveau bac. Et s'il a le bac, vraiment, ce sera encore un atout. Ça lui permettra de faire des études supérieures. Parce qu'il est aussi, on peut penser aussi à créer aussi un institut supérieur de secrétariat. Ça te donne l'avantage d'avoir le bac, plus 3 ans d'études supérieures en secrétariat. Pas dans les écoles professionnelles, mais dans les instituts supérieurs de secrétariat. Aux États-Unis ou ailleurs, les secrétaires ont des bourses pour leur accréditation dans les universités. Donc, vous avez vu. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir dans le métier de secrétariat. Dans l'avenir, comptez-vous pas avoir d'autres partenariats? Si, pourquoi pas. Hein? Comme nous sommes en nos débuts, je dis que pour le moment, nos partenaires, tout de suite, ce sont les établissements d'enseignement de la filière secrétariat. Autres partenaires, ce sera vraiment les ONG qui évoluent, je l'ai dit tantôt, dans le même, qui évoluent comme nous. Alors, tout en sachant que le gouvernement va être vraiment à très court terme notre premier partenaire. Hein? Parce que nous avons beaucoup de programmes et ces programmes-là toucheront forcément l'État. Et en ce moment seulement, nous exposerons vraiment nos objectifs vraiment au ministre de l'enseignement technique et de l'enseignement professionnel, dont nous relevons, parce que nous sommes des techniciens. Nous sommes des techniciens. Je dis technicien parce que j'aime parler au masculin féminin pour ne pas être obligé chaque fois de dire la secrétaire ou le secrétaire. Hein? Donc notre premier partenaire vraiment est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Hein? Avec lui, ensemble, pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas d'institut supérieur, il n'y a pas d'institut de formation professionnelle sans le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et si nous misons sur les écoles d'enseignement de cette profession, forcément, notre ministère de tutelle reste le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, sans doute. Avez-vous d'autres sources de revenus à part ce que vous avez dans votre ONG? Cette question est la bienvenue.
Vraiment, je ne dirais pas quelle est la meilleure des questions que vous m'avez posées, mais elle a aussi elle a eu sa place. Vraiment, pour le moment, je vous dirais que nous évoluons avec même pas des cotisations des membres. Parce que quand vous êtes à votre début, en attendant qu'on voie votre sérieux, vous savez que vous devez faire beaucoup de choses. Donc, moi, je suis la présidente fondatrice. J'ai ma secrétaire générale à mes côtés. Il y a la trésorière. Mais pour le moment, nous ne comptons que sur nos propres apports. Nous avons pu réaliser, vous avez suivi avec nous, notre conférence débat pour notre baptême de feu. Nous avons organisé ça dans un complexe hôtelier de la place avec nos propres efforts. Nous n'avons eu aucun financement. Nous avons lancé des sponsors. Aucun sponsor n'a répondu. Je me permets de le dire ici, à travers votre micro. Aucun sponsor ne s'est manifesté. Quant à l'État, on ne l'a même pas approché pour le moment. Nous avons voulu faire nos preuves. Et ça, nous pensons l'avoir réussi. Donc, aucun organisme de la place, aucun sponsor, ni l'État ne nous a assistés pour réussir notre première sortie. Et nous pensons que, avec ce que nous avons réussi à faire, ils nous jugeront à travers nos actions. C'est ce que nous avons voulu. Et vous allez continuer à dépenser comme ça. Croyez-vous que vous pouvez vous en sortir sans avoir d'autres sources de revenus? Je répondrai non. Je répondrai tout simplement non. Avec tout ce que nous avons, tout ce que nous projetons de faire dans l'avenir, s'il n'y a pas d'aide, de soutien, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ce sera difficile. Réunir le monde, réunir un monde de 100 à 200 personnes sans aide, c'est difficile. Ça, il faut le dire. Donc, d'où l'idée vraiment de lancer un appel vraiment à nos décideurs. Alors, vous avez compris, madame. C'est vraiment la question est la bienvenue. Donc, nous ne comptons pas continuer comme ça. Mais comme nous envisageons de perdurer dans le temps, et avec toutes les activités qui s'annoncent dans le temps, nous pensons que toute ONG a besoin d'avoir des dons, d'avoir des soutiens financiers. Hein? Donc, je crois que quand il s'agit de faire des actions en faveur des étudiants en situation de classe, je crois que l'État lui-même doit pouvoir assister. Hein? Mais comme la situation du pays actuellement, moi, je ne suis pas découragée. Pour une première sortie, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'emmerde les gens. Hein? Comme le besoin était là tout de suite de faire le baptême de feu de notre ONG, il fallait l'accompagner par quelque chose. Hein? Donc, nous avons pensé à organiser une conférence débat. La conférence débat, en tout cas, était destinée à un public de moins de 200 personnes. Mais nous nous sommes retrouvés à un public de près de 400 personnes. Vous avez vu, il fallait faire avec. On ne pouvait pas, si les gens ont manifesté le désir de venir assister à une conférence, vous ne pouvez pas refouler le monde. Mettez-vous à ma place. Donc, il fallait faire avec. Donc, pour cette première sortie, nous allons tirer des leçons. Et avant de me lancer dans une prochaine activité, il faudra que je m'arme un tout petit peu d'aide autour de moi. Sinon, il est pratiquement pas impossible, mais difficile de s'en sortir. On peut savoir à peu près combien vous avez dépensé pour la première sortie de votre ONG? Les dépenses sont incernables pour le moment parce que nous n'avons pas fait notre situation. Nous sommes loin de finir nos activités. Nous l'avons voulu étaler sur une semaine. Nous allons la poursuivre et la clôturer par un dîner gala. Vous avez vu ce qui s'annonce à nous? Un dîner gala. Alors, au cours duquel nous allons essayer de primer le meilleur patron de l'année 2012. Ça, c'est ambitieux. Avec 0 fonds à la base, vous allez dire que c'est là d'où elle sort. Hein? Donc, c'est là où je dirais que d'aucuns sont en train de penser que nous sommes même financés. Nous sommes financés. Hein? Il y en a qui l'ont dit. Ah, qu'est-ce que vous faites avec les 200 millions qu'on vous a donnés? Donc, vous avez vu?
Je dis, mais quels 210 millions? Alors, on nous a dit que non, les 200 millions que la première dame de la République vous a donnés. C'est marrant, hein? C'est marrant. Si la première dame ne m'a pas donné 200 millions, est-ce que puis-je avoir l'audace de m'asseoir ici, devant vous et à travers vos micros, pour dire que je n'ai pas eu de financement? Et je dirais à tous ceux-ci qui sont en train de taquiner, mais c'est un taquin qui n'est pas sans un sens dessous. Mais je leur dirais qu'on n'a pas eu de financement. Ni de sponsor, ni de la première dame, ni du président de la République, ni du ministère, ni de mon ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ni d'aide extérieure. Nous nous sommes débrouillés, et même parce que notre public cible était les étudiants en situation de classe. Donc les professeurs, les fondateurs et les directeurs généraux de ces établissements peuvent être mes témoins. Tout ce que j'ai reçu, et là, difficilement, c'est les adhésions qui n'ont pas coûté plus de 25 000 francs par personne. Donc, vraiment, votre micro me permet de dire cela, pour dire que nous n'avons pas reçu d'aide, mais pourtant, nous comptons poursuivre nos activités jusqu'au bout. Et la clôture de nos activités est prévue pour le 27 avril, et cette fois-ci, les cartes sont vendables, parce que je n'ai pas eu d'aide. Les cartes sont vendables et sont taxées à 250 000 par personne, hein, qui ne coûte que le dîner d'ailleurs. Ça, c'est pour vous pouvoir vous en sortir. Pas forcément. Pas forcément, madame. Un dîner gala à 250 000, où vous avez vu ça? Hein? Avec des animations, des artistes qu'on fait venir, 250 000. Renseignez-vous un peu sur combien coûtent les dîners gala, hein? Avec un concert. Un concert avec... Non, il faut être là. Peut-être qu'après le dîner gala, vous apprécierez. Mais je vous dis qu'on n'a pas eu d'aide. Nous avons pensé à vendre nos cartes à 250 000 pour permettre à notre public cible, notre public qui est les secrétaires et les étudiants, je crois que les étudiants cette fois-ci n'auront pas sa possibilité parce que la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Mais pas la gratuité du dîner gala. Parce que l'hôtel Matin, hein, le directeur général de l'exploitation de l'hôtel Matin, là, c'est payant. C'est pourquoi je demanderai aux uns et aux autres de fournir un tout petit peu d'effort, hein, et sortir 250 000 pour acheter ce qu'ils vont aller manger sur place. Parce que c'est un dîner gala. Non seulement c'est un dîner, mais il y a un concert aussi à côté. Et ça aussi, il faut payer. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée dans votre travail en tant que femme? En tant que femme secrétaire, là, c'est pas facile. De toutes les façons, c'est tout ce que je peux dire que c'est pas facile, mais il faut faire avec. Hein? Il faut faire avec. Hein? D'autant plus que les hommes pensent que nous sommes incapables. Donc, si les hommes sont là, ils ne veulent que voir notre échec pour dire que, on vous avait dit non, qu'ils ne sont pas capables. Hein? Donc, à l'image de beaucoup de femmes leaders de la place, je crois que nous sommes obligés de ne pas baisser les bras. Nous devons nous battre comme tout pour être au moins à leur niveau de réussite. Donc, je crois qu'en tant que femme secrétaire, en tant que femme présidente d'une ONG, ça demande beaucoup d'efforts. Moi, je crois que les difficultés, ce n'est pas sans difficulté, sincèrement. Parce que je viens de sortir d'une organisation, je sais par combien de chemins nous sommes passés pour y parvenir. Ça, c'est pas en dormant dans son lit, en s'asseyant dans son fauteuil qu'on peut y parvenir. Surtout sans aide, sans aucune aide financière. Hein? Les aides moraux, on en a reçu. Vraiment, c'est l'occasion pour moi de remercier mes employeurs qui m'ont beaucoup soutenu moralement et qui ont accepté quand même d'inscrire une quinzaine de secrétaires à ma conférence. Au moins, là, ça m'a aidé, hein, un tout petit peu pour ne pas assurer la gratuité au moins de leur participation. Mais beaucoup de secrétaires ont manifesté le désir de participer à la conférence qui était quand même payante, mais nous avons dû exonérer leur participation. C'est comme à l'image aussi des élèves en situation de classe. Donc, sur un public de près de 300 et quelques participants, au moins, je peux dire que 300 ont été exonérés. Donc, vous avez vu.
C'est pas facile, mais je demanderai à toutes les femmes vraiment de se battre vraiment, hein, parce que c'est en se battant qu'on peut obtenir ce qu'on veut. Et vous allez nous dire, quel est votre secret qui fait que vraiment vous pouvez, vous arrivez à vous en sortir? Sûrement vous avez un secret, n'est-ce pas? Le secret, je dirais que c'est le travail. C'est de travailler dur. Il y a le président sénégalais, je vais répéter tout à l'heure, je vais utiliser un terme du président sénégalais, je veux dire du président Wade, qui disait que pour le réussir, il faut travailler. Beaucoup travailler. Encore travailler et toujours travailler. C'est ça le secret. Et ça, je crois que je l'ai bien noté parce que c'est du président Abdoulaye Wade, le président sénégalais. Apparemment, vous êtes une mère de famille. Comment parvenez-vous à gérer votre emploi de temps? Si mes enfants étaient là, ils allaient répondre à ma place. Je suis une maman très, très rigoureuse, une maman très sévère, une maman très travailleuse, une maman qui ne laisse pas passer vraiment les choses comme ça à la légère. Je suis là, je suis au ménage, je suis au foyer et je suis au travail en même temps. Je suis la maman à tout faire. C'est pourquoi j'avais aimé que mes enfants soient juste à côté de vous pour vous dire que notre maman là, elle n'oublie pas un seul instant. Pendant que je suis en train de travailler, je gère aussi les enfants, je gère ma maison, je gère ma famille et je gère mon travail. Je gère mon patron, je gère mon entourage. Et votre patron là, on peut savoir, vous pouvez être un peu explicite sur ça? Mon patron, moi j'ai plusieurs patrons, hein. J'ai plusieurs patrons à la banque. Non, je parle alors du patron de la maison. Le patron de la maison, je dirais que je ne dirais pas beaucoup sur ça parce que lui, il travaille ailleurs et moi, je travaille à Conakry. Est-ce que vous avez compris? Donc, sur ce plan, je crois que j'ai une toute petite marge de liberté qui me donne beaucoup de temps vraiment pour me consacrer à mon travail professionnel. Hein? Sinon, ce serait pas nuteté ça. Je sais que ce n'aurait pas été facile. Ouais, ce n'aurait pas été facile. Ouais, vraiment. Alors, il travaille où? Il fait quoi? On peut savoir? Oui, il travaille dans une société minière de la Guinée. Voilà. Et il est ingénieur de son état. Cela m'amène à vous poser la question de savoir si vous êtes d'avis avec des personnes qui pensent que la femme est faite seulement pour le foyer. Moi, je ne serai jamais d'avis avec ça. Parce que j'ai une histoire. Une petite histoire et je vais me permettre de le dire ici. Parce que la femme n'est pas seulement faite pour être au foyer. Moi, j'ai servi d'exemple pour cela. Et mon entourage qui me connaît en dirait plus. Moi que vous voyez là, Madame Ramatoulaye, devant vous, j'ai fait mes 3 maternités. Les extraits de naissance de mes enfants le prouvent. J'étais ménagère. Oui, c'est extraordinaire. Mais seuls les extraits de naissance de mes 3 premiers enfants pourront le prouver à suffisance que j'étais une femme au foyer avant 1991. Je n'ai pas pu travailler parce que j'ai voulu consacrer beaucoup de temps à l'éducation de mes enfants. C'est incroyable. J'ai fini mes études et je suis restée 7 ans sans travailler. Le temps de faire mes 3 premiers enfants. J'étais ménagère, assise à la maison avec mes diplômes. Et mon père ne cessait pas de me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, c'est parce que je n'ai personne pour s'occuper de l'éducation de mes enfants. Je dis, le moment venu, je travaillerai. Mais pour le moment, sincèrement, je n'ai pas le temps de travailler. Et lorsque ma 3e fille fut en âge d'aller à la maternelle, je me suis dit donc que je pouvais commencer à travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé mon stage à l'usine de Prière. Donc je lance d'ailleurs un hommage à mes 2 maîtresses de stage, Madame Hadja Saoudatou Keita et Madame Bélété, qui m'ont assisté, qui m'ont dit, mais au lieu de rester à la maison comme ça, mais pourquoi tu ne viens pas pour ne pas perdre la main? Vous savez, notre métier là, c'est un métier, je te dis, tu restes 1 an sans le pratiquer, tu perds tout. C'est comme le Coran.
Ne dis pas que j'ai récité le Coran aujourd'hui, je peux me permettre de rester 1 an. Non, vous oubliez tout. Grâce à ces 2 dames, j'ai pu revenir petit à petit dans le corps de métier secrétarial. J'ai appris, je peux dire que j'ai réappris le métier. Imaginez rester 7 ans sans rien faire, sans toucher à la machine. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Donc je suis revenu dans le métier encore en fin 88. Qui sait si ce n'est même pas en 87. En 87, je suis revenu encore et j'ai retouché le clavier après 7 ans de non-pratique du métier. Donc ça veut dire que tout est possible. Tout est possible dans la vie. Donc celles qui sont au foyer n'ont qu'à se lever pour penser à faire quelque chose. On dit les cas de moyens, on dit les cas de supérieurs, on dit les professionnels, il y a les métiers, tout est permis. Moi, c'est le message là que je peux lancer vraiment aux auditrices, parce que le message est surtout aux auditrices qui sont encore assises dans les maisons, qui pensent que vraiment la femme n'est fait que pour le foyer. Elles peuvent rester dans le foyer, mais pratiquer par exemple la couture, pratiquer le métier de coiffeuse. Ça, par exemple, c'est possible. Et moi, j'ai fait tout ça. Je suis une femme à plusieurs facettes. J'ai fait tout ça. J'ai fait la coiffure, j'ai fait la couture, j'ai fait la décoration, mais mon métier principal étant le secrétariat. Vous travaillez avec des hommes et quels sont vos rapports? Mes rapports sont très bons. Sont très bons avec les hommes parce que d'ailleurs, c'est avec eux que je travaille. Je vous ai dit tantôt que je travaille dans un projet. Et mon projet, je suis avec une dame, avec beaucoup d'hommes. Mais ça se passe très bien. Nous vivons vraiment dans un climat d'équipe et nous partageons tout, malheur comme bonheur. Nous partageons tout ensemble et vraiment le climat est bon. Il suffit, comme on le dit, connais-toi et les autres te connaîtront. Te reconnaîtront. Et qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué dans votre vie de femme, Madame Doumbouya? Dans ma vie de femme, depuis ma prime enfance jusqu'à maintenant. Vous voulez me remonter de ma prime enfance jusqu'à maintenant? Sûrement, vous avez quelque chose qui vous a très, très, très marqué dans votre vie, n'est-ce pas? Oui, ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie de femme, c'est que je n'ai eu que des sœurs. Oui, je n'ai eu que des sœurs. C'est après au moins, après avoir eu au moins 6 ou 7 sœurs que j'ai eu un seul frère. Oui, un seul frère. Donc ça veut dire que je suis dans le milieu féminin. Donc parmi les 8 gestes de ma maman, 7 filles, un garçon. Êtes-vous l'aînée ou l'avant-dernière ou... Je suis la deuxième, parmi les 8 gestes, je suis la deuxième. Donc vous avez compris. Alors je me suis dit que j'ai été façonnée, j'ai été éduquée comme un garçon. Parce que mon père ne voulait pas nous voir des filles malheureuses dans leur foyer respectif. Il se disait que non, il fallait que je m'investisse en mes enfants. Donc, c'est ce que notre père a fait. Notre père s'est investi en nous. Il s'est investi particulièrement en moi. Parce que, comme le disaient mes soeurs, j'étais la chouchou de mon papa. Donc, il a mis tout. Et qu'est-ce que je vais vous dire? C'est lui qui a décroché le travail que je suis en train d'exercer aujourd'hui à la Banque centrale. Pour moi. Il a non seulement financé mes études, mais c'est lui qui a décroché mon travail à la Banque centrale ici. Il a dit que non, ma fille est à la maison et ne veut pas travailler. Aidez-moi à trouver un travail pour lui et c'est ce qui fut fait. Donc ça m'a beaucoup marqué dans ma vie de femme. On peut savoir si papa vit ou... Oui, papa vit, maman vit. Dieu merci. Oui, Dieu, par la grâce de Dieu. Il vit encore et il est très heureux de ce qu'il a pu faire pour moi. De ce qu'il a pu faire pour moi, parce que je le dis toujours, je suis ce que Dieu a voulu que je sois et ce que toi-même tu as voulu que je sois. Parce que si tu ne m'avais pas forcé la main pour venir travailler, peut-être que je serais une femme au foyer avec ses diplômes enroulés. Et même pas dans les cadres, mais enroulés et classés quelque part dans les tiroirs. C'est fantastique. Et que pensez-vous de leadership féminin? Le leadership féminin, et je le salue. C'est vraiment, je salue vraiment le leadership féminin.
Alors, il est à encourager, surtout en Guinée, où la mentalité des hommes laisse encore à désirer, qui pensent que moi, la femme ne doit pas me coiffer, qui pensent que c'est seulement l'homme qui peut coiffer la femme. Hein? Non, moi je dirais non. Moi je dirais que vraiment, comme l'a dit, comment on appelle ça, l'autre à salaire égal, travail égal, salaire égal. Si l'homme est capable de gouverner, pourquoi pas la femme? Nous sommes tous des êtres vivants. Nous avons fait des études, nous avons nos esprits. Hein? Peut-être à la différence du sexe seulement. Tout est de la physionomie, hein, de la femme et de l'homme. Sinon, ce que l'homme est capable de faire, je crois que la femme aussi peut le faire. Hein? Voilà. On les voit rarement dans les postes de prise de décision. C'est parce que les hommes refusent de leur céder la place. Et la faiblesse des femmes ou... Non, pas de leur faiblesse. Moi, je dirais de leur non-implication. Vraiment. Parce que de leur non-implication, c'est tout. Des fois, il faut s'imposer. Hein. Si on doit attendre que les hommes là nous cèdent la place, jamais cela n'arrivera. Parce que tu penses que les hommes, toutes les femmes qui travaillent là dans les administrations, et sont la volonté de leur mari? Non, c'est pas la volonté de leur mari. Hein. Ils auraient aimé que ces femmes-là restent au foyer et que eux ils sortent comme le système arabique. C'est tout, les Arabes. Mais eux, ils peuvent supporter la nourriture de la femme, peuvent supporter toutes ces caprices, tous ces chuchus. Mais les hommes africains et les hommes guinéens de quoi? Mais non, je dirais non. Je dirais non. Hein? Moi, je suis d'accord, hein? C'est le système canadien. On t'encourage pour rester à la maison, pour éduquer tes enfants. Mais l'État fait tout pour supporter au moins à 70% ton salaire. Entre supporter 70% de salaire et rester à la maison sans travailler, et aller recevoir de 100% avec toutes les corvées du monde, mais moi, je prendrais de 70% pour éduquer mes enfants. Mais faut-il que nos gouvernants, l'État, hein, supporte vraiment ce manque à gagner? Hein? Là où je suis comme ça, là, on me dit reste à la maison, on te paye. Je resterai à la maison pour prendre ce salaire. Mais seulement, c'est pas ce qu'on fait. Alors, pouvez-vous donner un conseil à l'endroit des femmes qui ont du mal à remonter la pente? Je leur dirais de s'armer de beaucoup de courage et de volonté. Parce que c'est la volonté qui leur manque. Hein? Et il faut persévérer. La persévérance est fille de volonté. Il faut persévérer d'abord. Persévérer pour que la volonté vous anime après. Mais si vous restez à la maison là, pour dire que moi j'ai tout fait, je n'ai pas eu de travail. J'ai tout fait. Les gens là, partout où tu vas, on dit que non, qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Mais créez quelque chose. Créez quelque chose. Moi, l'ONG que j'ai créé là, beaucoup de secrétaires me disent, madame, nous sommes à la maison, nous n'avons pas d'emploi. Est-ce que votre ONG peut nous aider à décrocher des emplois? Je dis ce que mon ONG peut faire pour vous, madame, c'est d'abord de réussir votre niveau d'instruction, de vous recycler, de vous aider pour être vendable. Parce qu'il faut être vendable d'abord. Comment une société peut recruter une dactylographe qui est sortie des années 80? Hein? Mettez-vous un peu dans la peau d'un employeur. Entre recruter une secrétaire qui date de 2000 et celle qui date de 90, vous prenez qui? Surtout avec les nouvelles technologies qui sont toujours à notre porte là. Mais vous prendrez celle de 2000. Donc demandons-leur de se remettre en cause. Demandons-leur de se remettre en cause. De se dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour être vendable? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon patron même me considère? Ou que s'il y a un concours, que je sois parmi les meilleurs, hein, qui vont être présélectionnés, pour être sélectionnés et être recrutés. Ça, il faut continuer à se former. La formation continue, il ne faut pas qu'on la néglige. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire, même pour nous qui sommes en situation professionnelle. Ne pensons pas qu'on a des diplômes, on s'assoit comme ça, on ne fait rien. Parce que nous aussi, nous préparons l'avènement des enfants qui nous viendront en 2015 ou en 2020. Parce qu'eux, ils seront des génies. Hein? Si on ne se remet pas en cause, bientôt, nous n'aurons pas notre place dans les administrations.
Parce que les enfants qui viennent dans 10 ans, dans 20 ans, seront des génies. Dites-nous, Madame Fatoumata, que pensez-vous des hommes? J'aurais aimé le contraire de cette question-là. J'aurais aimé le contraire de cette question. Et pourquoi le contraire de cette question? Parce que moi, les hommes là disent que moi, je suis difficile. Oui, ils disent que toi, je suis... Vraiment, celle-là, elle a une tête... non, mais celle-là... Non. C'est plutôt le contraire que j'aurais aimé et laisser le soin aux hommes de répondre. Si vous avez l'occasion de poser la question, là, on me répondez. Sinon, moi, je suis en bon terme avec les hommes. Hein? Mais seulement, ils disent que j'ai une tête vraiment finie. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais c'est ce qui fait ma personnalité. Ouais. D'accord, ça, vous faites ça comme votre arme de guerre alors? Ah oui, bien sûr, je fais ça comme mon arme de guerre. C'est tout, hein? Parce qu'il faut s'imposer. Hein? Avec les hommes, il faut s'imposer. Hein? Il faut s'imposer, sinon ils ne nous céderont jamais la place. Hein? De toutes les façons, j'exerce une profession qui ne fait pas que je suis en tiraillement permanent avec les hommes. Je suis dans mon cadre et je m'y plais bien. Je me plais vraiment dans mon corps de métier. Parce que je le fais bien et je l'aime. C'est ce que j'ai choisi. C'est pourquoi je crois que les hommes sont un peu sauvés. Si j'étais dans un autre cadre professionnel, ça, peut-être qu'on en jugerait autrement. Soutenez-vous alors qu'il y ait l'égalité entre hommes et femmes? Pour être juste, parce que je suis musulmane. Pour être juste, pour bien trancher. Vraiment, parce que ça, il faut pas négliger aussi ce côté religieux aussi. Hein? Pour être juste, en bon terme, je dirais que de toutes les façons, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura toujours une petite différence entre l'homme et la femme. Hein? Une différence. Cette différence-là, ça, c'est la Constitution qui a fait cette différence. Est-ce que vous avez compris? Hein? Sinon, l'égalité, là, je peux le dire dans les postes de travail, mais au foyer, bien qu'on nous chantions toujours ce mot-là, il ne saurait y avoir égalité, vraiment, dans le sens propre du mot, entre l'homme et la femme. Il y aura toujours une différence, sincèrement parlant. Votre message à l'adresse des autorités? C'est d'abord de défendre notre cause, la cause des secrétaires. C'est ma première invite. Ma première invite, c'est ça. Donc, deuxième, je dirais aux autorités de penser vraiment dans sa globalité, je veux dire les femmes, dans leur globalité, de penser aux femmes. Parce que, en confiant certains postes de décision aux femmes, je crois que ils seront sauvés. Parce que la femme, avec son bon sens, la femme, avec déjà ce pouvoir de gestion qu'elle a, parce qu'elle est la maîtresse de maison, elle a un pouvoir inné en elle, ça que le bon Dieu vraiment lui a donné. Elle ne fait aucun effort pour solutionner des problèmes. Donc, si on lui confie un poste de décision, moi je crois que à l'image de sa maison là, elle sera effectivement gérée. Nous ne sommes pas incapables. Ils nous ignorent, mais je crois que ils doivent nous prêter attention pour que nous les aidions à la gestion vraiment de problèmes de tous les jours. Madame Doumbouya, on est pratiquement vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin à l'endroit de ces femmes guinéennes? À mes sœurs femmes guinéennes, je vous dirais que je vous respecte et je continuerai à vous respecter pour toutes les endurances dont vous faites face. Et je vous dirais de ne jamais baisser les bras, de continuer à vous battre comme dans les temps anciens, parce que la femme guinéenne est quand même une femme historique. Elle est une femme historique. Donc toutes les femmes du monde prennent l'exemple sur nous les femmes guinéennes. Donc je suis aussi guinéenne. Donc je pourrais dire que je demanderai aux femmes vraiment beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation, de ne jamais se décourager et de poursuivre vraiment leur lutte, parce que un jour
vraiment on leur reconnaîtra et très bientôt, nous, comme je l'ai dit dans un de mes interventions, nous fêterons très bientôt l'avènement de la première femme présidente de la République de Guinée. C'est mon dernier mot. Je remercie mes auditeurs et auditrices pour toute leur attention et je vous remercie, Madame Ramatoulaye, pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers votre micro. Merci, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission et à la semaine prochaine.